Ne portait pas de et je ne pouvais pas avancer dans le livre. Je suis resté près de 2 semaines, chaque jour debout, sans pouvoir aligner un seul mot. Et puis, en faisant des petits dessins autour, j'ai fait un H devant le A et j'ai démarré. J'ai pensé que c'était le H d'Haïti. Adriana. Et puis en même temps, j'aimais tellement le roman de Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien avec H, donc le romain. Il y a eu une double influence, parce que quand même, je pense que la culture orale que je portais, le fait de parler créole, qui était ma langue maternelle, je recevais une formation orale importante de l'audience, parce que l'audience est une caractéristique autant que la crise de possession. C'est un autre versant de l'imaginaire haïtien, parce qu'il y a une forme particulière à l'haïtienne de raconter des histoires, qu'on appelle audience. Le mot audience français a pris une acception, une connotation différente. L'audience, c'est une forme de narration populaire, n'est-ce pas? Or, l'audience que je portais a rencontré, physiquement, si je peux dire, le surréalisme chez Césaire, chez Breton. Et puis, il y avait mes lectures. Il y avait mes lectures des romanciers du 19e siècle, de Fenimore Cooper, de Jules Verne, de Zola, de Victor Hugo, et tous les romanciers qui sont moins connus, les petits auteurs, n'est-ce pas? Je les ai lus aussi au 19e siècle. Il y a eu beaucoup d'écrivains comme Paul Féval et d'autres, n'est-ce pas, mais qui avaient leur charme. Je lisais Flaubert, mais je lisais aussi des auteurs. Je lisais Lautréamont, je lisais Rimbaud, je lisais Balzac, naturellement. Surpassable Balzac, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous étiez déjà poète quand Césaire est arrivé en Haïti, oui, qui a tout changé pour vous? Oui, j'étais déjà poète, mais je pense que j'ai commencé par être un poète académique. Je dois l'avouer que j'avais un faible, tout en ayant lu avec beaucoup de passion Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Lautréamont, Tristan Corbière, n'est-ce pas? J'avais un faible pour Alfred de Musset. je lisais de près Alfred de Musset et mes premiers poèmes ont été influencés parce que je rimais à l'époque. J'avais les alexandrins dans la tradition d'Alfred de Musset, de Lamartine et tout ça. Donc j'avais été attiré par les poètes romantiques. Hugo avec une place à part, n'est-ce pas? Je pense que Hugo était un précurseur du surréalisme, c'est comme ça que je l'ai vu, n'est-ce pas? Et puis Césaire est arrivé pour me sortir de tout académisme, en rompant d'abord avec le système, la prosodie traditionnelle, en me faisant découvrir le vers libre, Guillaume Apollinaire, et Aragon, Éluard, on fait les grands Bretons, le mouvement surréaliste, Zara dans son ensemble, n'est-ce pas? Donc Césaire est arrivé au bon moment pour nous ouvrir des horizons, pour nous dégourdir. On était des intellectuels de province. Il nous a mis de plein pied dans le XXe siècle. Et puis je dois dire qu'avant même de connaître Césaire, j'avais découvert Langston Hughes, j'avais découvert Couty Cullen, j'avais découvert Claude McKay, et tout le mouvement de Harlem, Du Bois, le professeur Du Bois, qui a été le grand esprit de décolonisation des États-Unis, des Noirs américains, n'est-ce pas? Donc, ça m'a renforcé dans mes convictions, puisque Césaire et Senghor eux-mêmes avaient fréquenté les Noirs américains à Paris et avaient été influencés par la renaissance de Harlem, n'est-ce pas? Donc il y a eu un double mouvement. J'étais à la fois influencé par Césaire et par les Noirs américains. C'était bien.
j'ai un héritage haïtien, outre l'audience, qui est un héritage oral. En même temps que je lisais ces auteurs dont j'ai parlé du 19e siècle, je lisais des Haïtiens aussi. Je lisais des essayistes d'abord, Anténor Firmin, Louis-Joseph Janvier, Edmond Paul, qui étaient des essayistes haïtiens, qui écrivaient des choses très intéressantes. Et puis j'ai découvert l'écrivain Frédéric Marcelin et un autre qui avait une revue qui s'appelait La Ronde, les écrivains de La Ronde. Et je les ai découverts. Et des poètes haïtiens, Oswald Durand, qui a été un grand poète, et puis d'autres poètes intéressants, de fil en aiguille, jusqu'à Jean Price Marx, qui a été vraiment le père des lettres modernes d'Haïti, avec Jacques Coumain. Donc j'ai fait le lien entre les auteurs du 19e siècle et ceux de la revue indigène de 1927, autour de Roumain et de Price Marx, n'est-ce pas? Donc la liaison est faite comme ça. Et Alexis et moi, nous avons eu à peu près les mêmes lectures. Je me souviens de tout. Jacmel, c'est une ville qui a eu une existence picaresque. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut remonter au picaresque espagnol pour comprendre une ville comme Jacmel, parce que les habitants avaient de l'allure, savaient vivre. Outre le carnaval, qui était la grande création annuelle, à part la vie catholique, n'est-ce pas, il y avait le carnaval, mais il y avait des gens avec des personnalités exceptionnelles. Moi, j'ai connu un homme qu'on tenait pour fou, qui s'appelait Sébastien Nassau. C'était un homme qui avait fait des études de droit à Leyde, en Hollande, qui avait fait de brillantes études de droit, qui est rentré en Haïti. Au lieu d'aller enseigner à l'université d'Haïti, il était parmi les rares docteurs en droit de l'époque, n'est-ce pas? Il a ouvert un commerce, à Jacmel, qu'il a appelé la petite galerie Nassau. Nassau, N-A-2-S-A-U-T. Mais un beau jour, on a vu Sébastien Nassau prendre une échelle et mettre l'échelle devant l'enseigne et faire l'ablation du thé. Les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce qui arrive à Sébastien Nassau? Parce que les gens suivaient tout, n'est-ce pas? Quelqu'un qui monte à 7 heures du matin à une échelle pour enlever le thé de son nom, qu'est-ce qu'il fait? Et on a tout de suite compris qu'avec ça, avec l'ablation du thé, il basculait dans l'histoire de la dynastie des Oranges Nassau de Hollande. Il avait gardé un souvenir tellement fort de la vie hollandaise, de l'histoire hollandaise, de l'expérience des tulipes, de l'expérience des moulins à vent, de tout ce qui caractérise l'aventure historique de la Hollande qui a créé un empire en Asie du Sud-Est. Il dit pourquoi pas un petit pays comme Haïti qui a de l'audace, qui est entré avec fracas dans la vie internationale, n'aurait pas un avenir à la hollandaise. Donc il a envoyé des lettres à la cour de Hollande. Il avait une jeune princesse hollandaise à l'époque, fille de la reine Wilhelmine, n'est-ce pas? Il a eu une correspondance amoureuse, disons entre guillemets, avec la princesse. Elle lui envoyait des cadeaux. Et puis, il a planté des tulipes sur la place d'armes de Jacmel. Il a construit des moulins à vent dans plusieurs endroits de Jacmel. Il a établi un cours de hollandais, parce qu'il parlait le hollandais, il a fait ses études en hollandais, des études de droit. Il apprenait, Haïti devenait une sorte de petite Hollande tropicale au bord de la mer Caraïbe, n'est-ce pas? Voilà une histoire qui a frappé mon imagination, parce que j'ai connu cet homme. Alors, ça a fini tragiquement, parce qu'il était devenu tellement... Il pensait qu'il était le représentant de la Hollande en Haïti. Or, un jour... La jeune princesse qui avait épousé un prince hollandais voulait faire une croisière
la Caraïbe pour connaître cet ami Jacques Médien. Et quand le gouvernement haïtien, qui était un gouvernement de sac et de corps, de la loi, a appris que Sébastien Nassau, ce fou, voulait recevoir les prêtres hollandais, ils l'ont arrêté pendant la visite. Et quand les prêtres hollandais ont demandé où est Sébastien Nassau, ils ont dit qu'il était en voyage. Et lui, quand il a appris ça, il s'est suicidé. Il s'est pendu. Parce que c'était la chance de sa vie de rencontrer la princesse adorée qui allait lui donner les secrets, lui livrer les secrets de la réussite hollandaise. C'est une belle histoire que j'appelle la petite galerie Nassau, n'est-ce pas? C'est surréaliste, n'est-ce pas? J'espère encore pouvoir écrire, n'est-ce pas? Mais ça, c'est lié à mes souvenirs de Jacmel. Il y a d'autres histoires, il y a d'autres personnages. Ma grand-mère faisait partie des personnages extravagants parce que ma grand-mère était la femme d'un général haïtien, le général Sonoriol, qui a été assassiné, fusillé dans les montagnes de Jacmel avant la Première Guerre mondiale. Et après, même avant la mort de son époux, elle portait souvent l'uniforme. Elle s'habillait en uniforme, notamment quand elle savait que son époux la trompait en bas de la ville avec une femme de Jacmel. Elle débarquait chez les adultères en uniforme, en grand uniforme de général, et frappait tout ce qui lui tombait sous la main. On racontait ça à Jacmel, que ma grand-mère allait frapper ses rivales chez elle avec l'uniforme du général Sonoriol. La preuve que dans mon enfance, on l'appelait général Solon. Moi-même, je l'appelais souvent général Solon. Dans la maison, elle répondait. Donc, voici dans quelle ambiance picaresque j'ai grandi, entre autres, n'est-ce pas, à Jacmel. Alors, nous étions 5 enfants, et ma mère, qui était une mère poule, a voulu donner à chacun de ses enfants, 3 garçons, 2 filles, le sentiment que c'était le préféré. Moi, je pensais que j'étais le préféré de ma mère, mais ma soeur pensait aussi, les autres aussi. Elle s'arrangeait pour que son affection garde la même valeur pour chacun de nous. C'est extraordinaire. Donc, on l'aimait beaucoup. Et ça explique le roman pour Passagère. Je devais écrire ce roman parce que ça avait une très haute valeur affective. C'était pas simplement écrire un roman. C'était plus que ça. Chez moi, ma grand-mère, alors là, c'est l'influence, m'a donné le goût de la lecture. Si ma mère m'a donné le goût de l'audience orale, la culture orale, le créole, c'est ma grand-mère qui m'a passé les livres d'Alexandre Dumas, les livres de Jules Verne, de Fenimore Cooper, comment ça s'appelle cet écrivain justement dont je viens de parler, n'est-ce pas, que j'ai lu, Victor Ségalen, que j'ai lu aussi à l'époque, n'est-ce pas, Pierre Loti également, mais parmi les auteurs de moindre importance. Il y avait un autre écrivain qui avait connu la Martinique, qui a beaucoup écrit sur la Martinique, je ne me souviens plus de son nom, qui avait beaucoup écrit sur le Japon, je l'ai lu beaucoup. C'est un très bon écrivain, exotique entre guillemets. Est-ce qu'il y a une personne ou 2 personnes qui auraient été vraiment tellement marquantes dans votre parcours Depuis l'enfance. Bon, il y a... Dans l'enfance, d'abord mon père. D'abord mon père, j'ai eu l'occasion de le dire, que mon père avait contribué à créer chez ses enfants, dont moi, n'est-ce pas, un sentiment très fort de la nature. Parce qu'une fois par semaine, le samedi, mon père nous réveillait à 5 heures du matin et disait que nos soirées étaient dominées par le personnage de Chablot. Nous avions des parents qui avaient une petite salle de cinéma et on y accédait dans la famille. On passait par la salle à manger, on entrait directement dans la salle par une porte de la salle à manger. Donc nous étions de plein pied avec une petite salle de cinéma. Et essentiellement, ce qui nous intéressait, c'était les films de Chablot. Donc Chablot avait émerveillé
dans notre enfance. Mais mon père disait que nous avions besoin d'un cinéma du petit matin et que nous ne pouvions l'avoir qu'en allant dans le golfe le matin, voir le soleil se lever. Et je commence mon livre, Une gomme pour le crayon du Christ, par décrire le ravissement, le ravissement qu'on avait. De mon enfance à Jacmel, je garde le souvenir d'un double ravissement. La beauté du golfe et la végétation de rêve propre au site jacmélien. C'est certain, dans les années 30, on a vécu dans un perpétuel émerveillement. De florissants vergers voisinaient avec des cultures vivrières qu'il était autant. Les potagers faisaient également rêver. L'espace haïtien était aussi une fête quant à la variété des oiseaux, quant à la variété des arbres fruitiers, la variété des cours d'eau, sous la haute juridiction des arbres à pin, des palmiers, des cocotiers. On avait un environnement naturel qui ne pouvait que nous frapper. Mais ça, on le doit à mon père. Je pense que j'ai eu très tôt, dès l'enfance, un rapport très intime avec la nature, un rapport cosmique. C'est notre père lui-même qui a créé chez nous très tôt, dès l'âge de 7-8 ans, un sentiment de la nature très fort. Et par exemple, il nous réveillait une fois par semaine, le samedi, très tôt, rien que pour aller voir le lever du soleil dans le golfe de Jacmel. Très tôt, on a su nommer tous les arbres du pays, tous les oiseaux. On savait les moindres nuances du soleil dans une journée. C'était extraordinaire. Chaque soir, je prends un bain cosmique. Avant d'aller dormir, je sors dehors et je me replonge dans une amitié profonde avec les arbres. J'ai un sentiment cosmique de toutes les manifestations de la vie, à commencer par la nature, par les arbres, par la rivière, par les étoiles, par le feu, par la mer, etc. Et l'autre versant, c'est ce qu'on doit à ma mère. À ma mère, on doit essentiellement la connaissance de Vaudou. Parce que alors que ma grand-mère ne voulait pas entendre parler de Vaudou, c'était une dame mulâtre très stricte, qui était très proche de la France, qui disait que le Vaudou ne pouvait que nous éloigner des pratiques françaises de la vie en société. Le Vaudou ne pouvait que nous perdre. Et ma mère, en cachette, nous a cheminés vers la connaissance du Vaudou. Donc le sang de la nature, la connaissance du Vaudou, voilà des choses. L'audience de ma mère qui racontait tout le temps des histoires, n'est-ce pas? Et ma grand-mère, avec sa vision, ma grand-mère était une femme d'action. Elle avait des plantations de café, elle exportait le café, elle avait même une petite fortune à un moment donné. Elle avait des plantations dans un endroit qui était un écosystème agricole très floriste, très fertile, qu'on appelait la vallée de Marbial, non loin de Jacmel, et elle exportait le café en Italie, dans les pays scandinaves, en France. Ma grand-mère était à la tête d'une exploitation commerciale, et puis elle a connu une ruine. Il y a eu un grand incendie qui a ravagé Jacmel en 1896, et j'ai dit dans mon Papa Saint-Ger que le Christ qui à l'époque passait en bateau à voile devant le golfe de Jacmel n'a pas voulu assister Jacmel en danger. On aurait pu l'accuser de non-assistance à peuple en danger, mais elle disait qu'il ne voulait pas apporter une aide aux Haïtiens. C'est en ça que le Christ n'a jamais mis le pied en Haïti. Et j'avais lu un roman formidable d'un écrivain italien, Le Christ s'est arrêté à Eboli, de Carlo Levi. Ça m'a rappelé, n'est-ce pas, une zone de la péninsule italienne où le Christ n'était pas arrivé. En Haïti, c'est pour ça que j'écris Une gomme pour le crayon du Christ aussi. C'est le titre de mon livre. Donc il y a une logique dans tout ce que j'écris qui vient de mon enfance sans doute, dans différentes directions, n'est-ce pas? Pas seulement raconter des histoires, pas seulement une perception visionnaire de la vie, une perception érotique de la vie, parce que très précocement,
Et j'ai connu les femmes, même dans le vaudou, parce que quand j'assistais aux cérémonies vaudou, il y avait des personnages qu'on appelle des unsi. C'était les jeunes filles qui assistaient les sacerdotes du vaudou, et qui dansaient presque nues. Donc, avant l'adolescence, le corps de la femme ne m'a pas excité, mais m'a émerveillé, n'est-ce pas? Mais je suis entré dans la vie érotique par l'émerveillement. Je me suis étonné même que les hommes aient eu le sentiment du merveilleux sur le plan religieux, on parle du merveilleux chrétien, et sur d'autres plans, et que le sens du merveilleux n'a pas marqué les relations que l'homme et la femme peuvent avoir au lit. Or, je pense que c'est l'une des expériences qui relève carrément de la merveille. Quand on pense comment on est habillé, comment on se voit dans la vie sociale, et que brusquement, toutes les frontières tombent, n'est-ce pas? On est nu, non? Et cette nudité a été l'objet d'une campagne de dénigrement de la grande religion. Je n'ai jamais compris ça, n'est-ce pas? Pourquoi le catholicisme, pourquoi le bouddhisme, pourquoi l'islam ont discrédité le corps de l'homme et surtout de la femme, n'est-ce pas? Donc l'émerveillement me vient de la nature, mais je l'ai adapté à toutes les formes d'existence sociale et privée de l'être humain. N'est-ce pas? Je vois les choses comme ça. C'est ce que j'appelle ma poétique générale de la vie en société. Comment êtes-vous passé à l'écriture tout d'un coup? En écrivant mes poèmes influencés par Musset. Je gribouillais des petits poèmes en classe, en première, déjà dès la classe de seconde. Je commençais, quand le cours m'ennuyait, je faisais des petits poèmes que je passais à mes copains. C'est comme ça, en bricolant. Et puis j'ai fini un jour par penser que peut-être un livre, je voyais l'avenir avec beaucoup de pessimisme. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère nous portait à bout de bras avec sa machine à coudre. On pensait qu'est-ce qu'on allait devenir. Et puis j'ai eu une lubie. Je me suis dit que peut-être un livre pourra nous sortir de la misère. Je le dis à ma mère, elle a mis les mains au ciel. Elle m'a dit, mais un livre ne pourra rien pour toi. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et j'ai fait étincelle. Je l'ai porté à l'imprimeur. L'imprimeur ne voulait pas en entendre parler. J'ai dû insister. Il a fini par l'éditer. J'ai eu du succès. Ça a attiré l'attention de l'attaché culturel de France en Haïti, qui n'était autre que Pierre Mabille, un écrivain proche de Breton, qui m'a d'ailleurs présenté à Breton. De fil en aiguille, j'ai fini par avoir une bourse par la Grande Porte, par Césaire, par Breton, par Mabille. J'ai eu une bourse pour 5 ans à la Cité universitaire internationale. Donc, pour moi, c'était un horizon absolument dégagé. On a ouvert les horizons devant moi. Et des gens extrêmement intéressants. Alors, j'ai écrit ce petit livre, n'est-ce pas? J'ai demandé à mon éditeur d'imiter de très près les éditions Gallimard parce que je voulais une couverture qui était celle de tous les livres qui m'avaient frappé. Malraux, Roger Martin Dugard, Sartre, Camus et d'autres, les grands auteurs de Gallimard du XXe siècle, je les avais lus, n'est-ce pas? Et j'avais un faible pour cette couverture. Et mon livre a été un succès, a été très bien accueilli. Et quand Breton est arrivé, on lui a fait lire le livre. Breton, n'est-ce pas, c'est ça, étincelle. Suivi de Jeff Leçon, j'ai écrit 2 petits livres, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, Césaire m'a encouragé à continuer. Il m'a dit que j'étais ni Rimbaud ni Lautréamont, bien sûr, mais que j'avais de l'avenir. Je pouvais continuer. C'est comme ça que, en arrivant à Paris, j'ai continué à écrire et à publier chez Segers. Dans votre œuvre, vous avez commencé par la poésie, mais il y a une branche pour l'essai, il y a une branche pour le roman, il y a une branche pour les nouvelles.
Comment tout ça Oui. a marché? Alors, paradoxalement, dès le départ, moi, je ne voulais pas être essentiellement un poète. Je voulais raconter. Puisque j'étais sous l'influence de l'audience, j'avais l'habitude de raconter des histoires. Ma mère elle-même, outre le fait qu'elle avait un loi blanc dans la tête, était une audiencière de qualité. Ma mère racontait des histoires, tout le monde l'écoutait quand elle prenait la parole. Donc je portais un audiencier en moi. Mais j'ai découvert qu'il était plus difficile d'écrire un roman que d'écrire des poèmes. Ça me demandait plus d'efforts d'écrire, de raconter des choses à l'écrit dans la langue française. Je n'avais pas confiance en moi en tant que romancier, parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert toute la littérature française. Alors ça m'a conduit à une certaine humilité. Je me suis dit, je continue à écrire des poèmes, et puis quand j'aurai un peu plus d'expérience, de connaissance de la vie, parce que je me suis jeté à corps perdu dans la vie, à Paris. Non, dans quelques années, j'écrirai des nouvelles. J'aimais beaucoup les nouvelles, j'avais beaucoup aimé Maupassant, a été un de mes auteurs de jeunesse. J'aimais beaucoup Maupassant, les nouvelles de Maupassant. Et puis, j'ai lu Tchekhov, qui m'a plu également, Tourguenieff, les nouvellistes russes, Gogol, n'est-ce pas? Je m'étais promis d'écrire des nouvelles. Pour moi, la nouvelle est très importante. La nouvelle est très importante, notamment quand je traite des thèmes érotiques. Je pense que la nouvelle convient bien à des histoires érotiques. Vous voyez? Donc je différencie la nouvelle de mes romans, n'est-ce pas? Et puis, comme j'avais fait Sciences Po, il y avait en moi un essayiste, j'avais des connaissances philosophiques, j'avais des connaissances théoriques, notamment du marxisme. J'ai fait de petits essais. Et la grande surprise que j'ai eue, c'est que je ne donnais pas beaucoup d'importance à ces petits essais. Pour moi, c'était des petits travaux de circonstance, n'est-ce pas? Et quelle n'a pas été ma surprise de recevoir un livre d'anthropologie où un anthropologue a choisi 10 métaphores pour penser le métissage. Or, moi, j'ai écrit beaucoup sur le métissage. J'ai lu beaucoup de textes, n'est-ce pas? Et quand on voit la liste que cet auteur a arrêtée, les cheveux me sont dressés sur la tête de surprise de me trouver en si formidable compagnie. Victor Segalen, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Georges Balandier, Paul Ricoeur et moi. La métaphore de la joue, Serge Kouzensky, Jean-Louis Ancel, François Laplantine et Alexis Nous, je suis parmi les 10 meilleurs anthropologues du XXe siècle. Je n'en reviens pas. C'est ce qui me console. C'est ce qui me console aujourd'hui, ces variations métisses, de n'avoir pas perdu les années qui me séparent du manuscrit de Paupas-Singer, parce que pendant tout ce temps, ce que j'ai écrit en prose, ce sont ces petits textes qui ont quand même une certaine valeur. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réflexion anthropologique valable sur la négritude et sur tout le reste, sur les problèmes, n'est-ce pas? Je suis très content, je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis rabattu, si je peux dire, sur l'essai, de petits essais, qui ne sont pas passés finalement inaperçus. Faisons une pause sur le jeune homme qui se décide à publier un recueil. Une plaquette de poèmes. Et qui entre dans cette vie littéraire de plein pied. Oui. Avec la fondation de La Ruche. Vous pouvez me dire un mot de cette équipe qui est à la fois politique et poétique, qui a bouleversé et qu'on trouve dans Paupas-Singer. Oui. Alors, après le succès de Étincelle, le succès entre guillemets de mon premier livre, outre que j'ai gagné un peu d'argent, parce qu'en très peu de temps, j'ai fait 2 éditions.
j'ai dû gagner entre 1000 et 2000 $, ce qui à l'époque en Haïti était, pour un jeune homme pauvre, était une somme. On se demandait d'abord que faire de ce succès que j'avais dans la société haïtienne. J'étais le garçon qu'on admirait, qu'on m'invitait à des bals. Pour la première fois, j'avais le privilège de danser avec les plus belles filles de la ville. Comme j'étais porté déjà sur les aventures érotiques, c'était un événement pour moi d'être accepté dans les fêtes des clubs mondains que dirigeaient des gens comme Blancourt et Alexis lui-même. Et puis j'ai un copain dont j'étais très proche. J'étais d'ailleurs le fiancé de sa sœur, la très belle Adeline Becker, n'est-ce pas? Et j'étais très, très bien accueilli par la famille Becker, qui était une famille de classe moyenne, où il y avait des filles très, très jolies, très, très modernes, qui étaient tout en short, qui dansaient toute la sainte journée, qui avaient une santé du diable. C'était extraordinaire, la santé de ces filles, qui m'avait beaucoup impressionné. Alors avec son frère, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un petit journal? Et on a appelé La Ruche. J'ai apporté des sous. Ma belle-mère a donné aussi de l'argent, ils avaient un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'on a lancé un petit journal, pas n'importe lequel, un petit journal frondeur, un petit journal qui, avant même l'arrivée de Breton et des surréalistes, de Wilfredo Lam et autres, avait un esprit révolutionnaire. Avant même notre connaissance du marxisme, n'est-ce pas? On a fait un journal qui a remis tout en question. L'Église, la famille, l'armée, toutes les institutions haïtiennes, qui étaient des institutions déjà en crise. On a mis tout ça en question. On a proposé aux Haïtiens un autre avenir, marqué par la résistance française, par la victoire sur le nazisme, par la création des Nations Unies, etc. Moderne, n'est-ce pas? Et ça a marché. On a renversé la dictature. Alors, on est devenu célèbre. Pourquoi vous êtes-vous engagé en politique? Parce qu'on avait un sentiment de la justice très fort, qui faisait qu'on ne supportait pas l'état des lieux de notre famille, on ne supportait pas les sacrifices que faisait notre mère. Et autour de nous, nous étions témoins dans les quartiers populaires où on habitait de l'extrême détresse de la condition humaine en Haïti. On n'acceptait pas. On n'acceptait pas parce qu'on avait lu quand même certains Haïtiens comme Louis-Joseph Janvier, et Firmin, qui sans être des révolutionnaires, et Jacques Roumet, là, dans notre liste, n'est-ce pas, qui faisait appel à un changement. On savait lequel. On ne voulait pas une révolution communiste en Haïti, on ne savait même pas ce que c'était. On voulait un changement démocratique, comme on entendait la démocratie au moment de la fondation des Nations Unies. C'était ça notre théorie de la politique, n'est-ce pas? Influencé par les Nations Unies, par ce qui nous arrivait de la résistance française. Quelles leçons tirez-vous de l'équilibre entre la politique et la poétique, disons, oui. entre l'écriture et l'action, enfin? Oui, bon, au fond, dès le départ, dès ma première intervention politique à 19 ans, dans l'affaire La Ruche, le petit journal qui avait contribué à la défaite du dictateur Elie Lescaut, dès l'époque, j'avais, en me rapprochant de la politique, je me suis rapproché avec une poétique générale de la vie. J'étais poète, mais je me considérais que l'action poétique devait participer à la vie civique du pays. C'est dans cet esprit que j'ai participé à la grève générale de 1946. C'est dans cet esprit que je me suis inscrit au Parti communiste. Avec Césaire m'a conduit au Parti communiste en 1946 à Paris. C'est dans cet esprit que j'ai vécu en Tchécoslovaquie et que c'est ce qui a dominé mon rapport avec le communiste. C'est ce qui m'a protégé du stalinisme, parce que le fait que j'étais très, très porté sur la poésie, j'ai connu Breton, j'ai connu Césaire, et le surréalisme a servi de garde-fou à mes expériences politiques.
Il y a un humour dans le surréalisme qui m'a empêché d'être stalinien. Je n'ai jamais été un stalinien, même quand je militais au Parti communiste français, dans les rangs du Parti communiste tchèque, au Parti communiste brésilien, sud-américain, italien même. Le pays où je me suis senti le plus à l'aise en matière politique, c'est en Italie. Parce que après avoir étudié Gramsci, Antonio Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, j'ai compris que les Italiens étaient les seuls à rapprocher l'action communiste de la vie culturelle du pays. Gramsci était un homme de culture, uomo di cultura, uomo di cultura, ça dit plus que homme de culture en français. En italien, quand on dit uomo di cultura, c'est tout un programme. Donc les communistes, c'était des uomini di cultura, et je les ai rencontrés, j'ai eu le privilège de converser avec Palmiro Togliatti, avec Luigi Longo, avec les frères Berlinguer. Donc j'ai connu les dirigeants italiens qui m'ont fait comprendre que le Parti communiste italien, en Europe, c'était peut-être le seul qui était capable d'éviter la banqueroute générale du communisme. Mais ils ont échoué eux aussi. Et est-ce qu'il y a dans l'écriture une inspiration politique ? Parce qu'on comprend l'inspiration poétique dans la politique, mais l'inverse. Oui. Alors quand on lit pour passagère, on voit comment la politique peut être une matière romanesque, n'est-ce pas? Quel usage de poète je fais de la perspective politique. Moi-même, ça m'a étonné. La politique, chez moi, fait partie de ma sensibilité. Quand j'ai eu l'honnêteté intellectuelle, quand j'ai fait Sciences Po, et que j'étais inscrit au Parti communiste, d'étudier à fond la pensée marxiste dans ses origines, depuis Démocrite, depuis Épicure, depuis les philosophes grecs, donc Héraclite, jusqu'à Diderot, jusqu'à l'encyclopédie, et pour intégrer tout cela, avant même Marx et Engels, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, crayon à la main aussi, jusqu'à Gramsci, jusqu'à Jean-Paul Sartre, Raymond Aron et d'autres philosophes, n'est-ce pas, pour comprendre que la politique fait partie de la sensibilité. C'est pas un accident dans la vie d'un individu. Être citoyen, avoir une dimension civique dans sa vie, c'est une réalité inséparable de la poésie, et de la musique, de la culture, disons, dans un sens général. Ce roman, Popa Singer, oui. Vous revenez au roman. Oui. Pourquoi ce roman en 2002 est-il arrivé ? Pourquoi après... Ce roman, c'était logique, parce que j'avais une dette à l'égard de ma mère, parce que très tôt, dès l'adolescence, j'avais compris que ma mère, outre le fait de pouvoir recevoir un roi dans sa tête, était un personnage romanesque par sa conduite quotidienne, son attitude à l'égard de chacun de ses enfants. Donc je m'étais dit qu'un jour, tôt ou tard, il faudra que je raconte l'histoire de ma mère. Or, je suis resté 12 ans absent d'Haïti, et à mon retour, j'ai connu des circonstances particulières de la vie en Haïti avec la dictature de Duvalier, et ma mère a pris la tête d'une résistance de toute notre famille à la dictature de Duvalier. Alors elle est apparue encore à mes yeux, plus digne d'être un personnage de roman. Donc j'ai écrit sans difficulté le roman. Ce retour en Haïti, donc si on se replace... Duvalier, années 57-58. 57-58. Voilà. Oui. Donc vous arrivez et vous retrouvez Duvalier que vous aviez connu. Alors j'avais connu Duvalier dans mon adolescence. Nous habitions un peu à la même rue, et j'étais son partenaire au jeu de cartes, un jeu qui s'appelle 3-7. J'étais, paraît-il, très doué pour les jeux, le bézique, les jeux de cartes, enfin. Et nous nous entendions très bien, parce que c'était un petit médecin de campagne, très gentil, et
qui mettait son pyjama en fin de semaine. On s'attablait sur la terrasse de sa maison et on jouait aux cartes et on parlait de tout. Il avait des prétentions intellectuelles, n'est-ce pas? Il était de bonne compagnie. Mais à mon retour, dès mon arrivée, ma mère m'a mis en garde, m'a dit ton partenaire au jeu aujourd'hui est un individu sanguinaire. Il avait déjà assassiné des gens après 2 mois de prise de pouvoir. Donc, je n'ai pas été le voir, mais il m'a fait chercher quand même. Et il m'a reproché d'être resté 2 mois sans le rencontrer, qu'il avait des projets pour moi, que j'étais son ami, que j'étais au pouvoir avec lui. Il m'a proposé d'emblée un poste de chef du département culturel au ministère des Relations extérieures. Naturellement, je n'ai pas accepté, j'ai dû ruser. Il m'a fait un exposé invraisemblable de son programme, qui est un programme fasciste, un programme de destruction du peuple haïtien, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris tout de suite des distances à son égard, il a envoyé des automacoutes chez moi, et il m'a mis en résidence surveillée. Et j'ai échappé par miracle à cela, grâce au triomphe de Castro dans la Sierra Maestra, parce que quand j'écoutais les programmes que Castro émettait à partir d'un poste émetteur qu'il avait dans la Sierra Maestra, Radio Rebelde. Chaque soir, j'écoutais Radio Rebelde et mes cheveux se dressaient sur ma tête. Et je me disais qu'on va avoir une révolution démocratique sans précédent dans la région et qu'il fallait tout de suite prendre des contacts avec ces Cubains. Comme j'étais un homme d'action, j'ai pris la décision de gagner la Sierra Maestra. Mais j'ai dû soumettre mon projet à mes camarades, parce que j'étais un dirigeant d'un parti communiste clandestin, qui s'appelait Parti des démocrates haïtiens, et ils m'ont dit que c'était de l'aventurisme de ma part de vouloir gagner la Sierra Maestra, alors que c'était des Blancs qui dirigeaient cette guérilla. Ils disaient aussi bien Che Guevara, Raúl Castro, Fidel Castro, ce sont des Blancs, vous comprenez, qui étaient complices de Batista. C'était une affaire de Blancs qui se jouait à Cuba. Je n'avais rien à voir avec... C'était pas vrai du tout. C'était extravagant de dire ça. C'était la thèse de Duvalier d'ailleurs aussi, qui considérait Batista comme un métis, comme un noir, qui était victime du patriciat blanc. N'est-ce pas? C'est ainsi que j'ai manqué la Sierra, parce que j'avais reçu une formation militaire déjà durant mon séjour au Brésil. J'avais participé de la clandestinité à la vie du Parti communiste brésilien. J'avais pris un pseudonyme, je m'appelais Walter Miranda. Donc en tant que Walter Miranda, j'avais aux côtés de Jorge Amado suivi un cours militaire dans les montagnes au-dessus de São Paulo, entre Rio de Janeiro et São Paulo. Donc ça m'avait préparé à participer à une guérilla. J'avais à la fois une formation de guerriero et de commando. Parce que pour Haïti, quand le Che Guevara m'a reçu et que j'ai parlé avec lui, on a mis au point une expédition pour Haïti. Je lui ai dit qu'Haïti était trop pauvre pour supporter une guerre de guérilla. Il faut quand même un certain niveau de vie à la campagne, comme en Chine par exemple, ou en Yougoslavie, pour mener une campagne de guérilla. Il fallait plutôt lancer un commando sur le palais national d'Haïti au petit matin. On avait toutes les chances de renverser Duvalier comme ça. J'étais prêt. Mais finalement, nous devions débarquer en Haïti en même temps que des Dominicains qui débarquaient en République dominicaine pour renverser Trujillo. Et le groupe dominicain a été infiltré par la CIA et l'armée dominicaine a attendu les guerrilleros dominicains au débarquer. Ils ont été tous massacrés. Et nous, comme on devait débarquer 10 jours plus tard, Fidel Castro a fait arrêter naturellement notre action à nous. C'est ainsi que je n'ai pas débarqué en Haïti et que Che Guevara m'a demandé à ce moment-là qu'est-ce que je voulais faire. Je me souviens,
j'étais invité à un congrès des écrivains noirs, le deuxième congrès des écrivains noirs qui se tenait à Rome. Je devais rejoindre Césaire, Senghor, Frantz Fanon à Rome. Alors Guevara m'a dit, aujourd'hui, c'est pas à Rome que les choses vont se décider dans le tiers-monde, c'est à Cuba. Est-ce que tu restes à Cuba? Je lui ai dit, je ne réfléchis pas, je reste à Cuba. C'est ainsi que je suis resté près de 20 ans à Cuba et que j'étais un proche compagnon de Guevara tant qu'il a vécu à Cuba avant son départ pour la Bolivie. Figurez-vous que le président Hollande m'a envoyé une invitation officielle à participer aux côtés de Raúl Castro au dîner d'État qu'il lui a offert hier lundi 2 avril, il a offert à l'Élysée. Lundi 2 février. Le lundi 2 février, il a offert un dîner d'État à Raúl Castro. Il m'a invité à l'accompagner. Et j'ai saisi l'occasion pour me réconcilier, disons le mot, avec les Cubains. Parce que j'ai pris du recul, j'ai rompu en bonne et due forme avec ce que je tenais pour une dictature, avec la dictature de Castro-fidéliste, comme je disais. Mais on a pu remarquer que pendant toutes ces années de rupture avec Cuba, je n'ai jamais fait de Cuba un fonds de commerce. Un fonds de commerce en discréditant les dirigeants, en disant des mensonges sur Cuba. J'ai toujours expliqué quelles étaient les raisons très valables de ma rupture avec Cuba. Comme j'avais rompu avec la Tchécoslovaquie, je devais rompre avec l'Union soviétique, la Chine, j'ai fini par rompre avec les Cubains. Mais je vois que Cuba a évolué, que Cuba a échoué naturellement dans sa tentative d'une révolution radicale à Cuba. Il a sauvé quelques meubles. Il y a des acquis. Moi, je ne veux pas être extrémiste aujourd'hui. Il y a des acquis de la révolution. Quand je vois les résultats positifs qu'on a obtenus en matière d'éducation, en matière de santé publique, en matière de l'émancipation des femmes de Cuba, je pense que ça permet quand même d'avoir une vue moins rigide de ce qui s'est passé. Comme Cuba lui-même a accepté de se réconcilier avec les États-Unis, moi individuellement, n'est-ce pas, je passe l'éponge sur les griefs légitimes que j'ai eus vis-à-vis de Cuba. Et j'ai profité de ce dîner auquel je n'ai pas pu accepter pour rejoindre mes amis cubains. Mais rejoindre comment? En tant qu'écrivain, pour écrire, parce que je dois écrire, j'ai encore l'espoir d'écrire 2 ou 3 livres sur Cuba. Il se trouve qu'on l'aura remarqué que je n'ai pas écrit vraiment sur Cuba. Dans le livre que je prépare là, il y a un chapitre qui s'appelle Cuba, service après naufrage. Si vous voulez, j'ai un service après naufrage. J'ai considéré la défaite de la révolution cubaine comme mon naufrage personnel. Parce que quand j'ai rencontré Cuba sur mon chemin, j'avais déjà rompu avec le système soviétique. J'avais rompu avec le système chinois. Donc Cuba, pour moi, c'était vraiment la dernière carte que je jouais sur le plan révolutionnaire, sur le plan communiste, n'est-ce pas? Donc j'ai un livre qui s'appellera « Les aveugles font l'amour à midi », qui sera une célébration de l'amour à la Havane, que devient l'amour dans une révolution castro-fidéliste, quelle place la prostitution a eu après le triomphe de la révolution, parce qu'avant il y avait 60 000 prostituées à Cuba, et Castro s'est demandé que faire de cette main-d'œuvre qu'on ne pouvait plus utiliser, et comme il avait des conflits très graves avec les chauffeurs de taxi, il a décidé de constituer une ligne de taxi qui serait desservie uniquement par d'anciennes prostituées.
C'est ainsi qu'il a constitué cette ligne. Il a fait venir des Chevrolets des États-Unis et d'Argentine et a donné la ligne aux prostituées. Ça a été une catastrophe parce que les prostituées ont fait de la ligne une ligne de prostitution en même temps, puisque elles embarquaient les clients et les emmenaient hors de la Havane. Donc c'était à la fois des taxis et des bordels roulants, si on peut dire, itinérants, n'est-ce pas? Ça fait partie de mon roman, mais il n'y a pas que ça. Il y a une très belle histoire d'amour entre un aveugle et une femme dans la Révolution. C'est une très belle histoire d'amour. On connaît mal la sexualité des aveugles. J'ai voulu aller au fond des choses, comment un aveugle, un fringant aveugle, beau garçon, séducteur, n'est-ce pas, a conduit pendant 1 ou 2 mois une belle histoire d'amour au sein de la Révolution, au moment même où la Révolution avait sur les bras la problématique de la prostitution. Pour la première fois, peut-être, on m'entendra tenir des propos pessimistes sur Haïti. Jusqu'ici, malgré toutes les vicissitudes que l'on sait, j'ai toujours cru qu'il y aurait une société civile haïtienne capable de redresser la situation, capable de refonder Haïti. Parce que, après le séisme de janvier de 2010, j'ai considéré le séisme d'abord comme un phénomène, un tremblement de terre, ce qu'il était, mais aussi un tremblement de l'histoire. Parce que ce qu'il restait de société civile en Haïti s'est effondré. Il y a eu un double séisme, un séisme géologique, un séisme historique. L'histoire a tremblé. Il n'y a plus de société civile. Alors, comme il y a toujours eu une sorte de nation culturelle en Haïti qui portait à bout de bras Haïti, avec des écrivains, avec des peintres, avec des musiciens, avec des artistes, je pensais, avec optimisme, que ce personnel culturel allait prendre en main la situation, constituer une société civile avec les intellectuels, avec les universitaires, avec les écrivains. Or, ça n'a pas marché. Les écrivains ont continué à écrire de bons livres, les peintres à peindre de bons tableaux, les musiciens à faire de la bonne musique, mais il reste en marge du processus politique, du processus électoral. C'est ce qui explique la crise. Il n'y a pas de société civile. Martelly a été élu par une jeunesse absolument désemparée par la crise de la société civile et qui a nommé un homme de carnaval. Vous comprenez? Et puisque en ce moment même se déroule le carnaval en Haïti, c'est un phénomène très, très sérieux parce que tôt ou tard, ce que j'avais perçu déjà depuis longtemps comme un processus de carnavalisation de l'histoire haïtienne qui a commencé au XIXe siècle. Au XIXe siècle, au milieu du siècle, il y a eu un personnage qui s'appelait Faustin Ier, enfin, il s'appelait Soulouk. Il s'est fait proclamer empereur. C'était un acte de carnaval. Se faire proclamer empereur d'Haïti en 1857, en provoquant la risée de tous les médias, notamment en Europe. Haïti a été caricaturé par la presse française notamment et par les racistes autour de Gobineau, de Quatrefages, des théoriciens racistes du XIXe siècle, n'est-ce pas? Ils considéraient Haïti comme un pays de carnaval qui avait des mœurs carnavalesques et on peut considérer que c'est un processus carnavalesque qui a dominé la vie politique haïtienne de toujours, à part quelques rares périodes comme la période de Toussaint Louverture, la période de Dessalines, les premiers fondateurs d'Haïti, jusqu'au roi Christophe, mais après, dès les années 20 du 19e siècle,
le processus carnavalesque a commencé. Et voilà, aujourd'hui, on a un homme de carnaval. On n'a pas des politiciens qui jouent au carnaval, non. Il vient directement, il a été un personnage, un grand danseur, un bon chanteur de carnaval. Il descendait son pantalon au cours des monômes carnavalesques. Donc, le voici qui prend le pouvoir et qui n'arrive pas à trouver un héritier, un successeur. Parce que lui, il n'est héritier de personne, si ce n'est du système que Duvalier a légué à ses successeurs, aussi bien à Aristide qu'à Préval et aux militaires. N'est-ce pas? Donc, Haïti est dans une impasse dramatique. Je dis qu'on est en présence d'un phénomène d'ongéisation d'Haïti. Après le séisme, les ONG se sont précipitées en Haïti. À un moment donné, il y a à peu près, on a recensé 10 000. C'est insensé, c'est incroyable. 10 000 ONG, sur les 10 000, il doit y avoir une centaine qui sont en mesure de jouer un rôle de refondation. Mais ils ne jouent pas ce rôle parce que pour qu'il y ait refondation d'Haïti, il faut qu'il y ait un programme de refondation. Pas un programme de reconstruction de routes, d'édifices publics, d'aéroports, etc., mais un programme qui prend en compte les mentalités, les idiosyncrasies du peuple haïtien qui ont besoin d'avoir une conscience politique, de comprendre que Haïti, jusqu'ici, n'a pas pu constituer un État, ni même une nation. C'est une société que Régis Debray dit qui n'a ni État, ni nation. Et qui tient le coup parce que, et c'est une caractéristique d'Haïti, c'est une nation culturelle. Alors j'ai cherché pendant longtemps un mot qui pourrait caractériser cette singularité haïtienne. Je l'ai cherché longtemps, et puis un jour, dans le dictionnaire, je suis tombé sur un mot qui s'appelle apax, H-A-P-A-X. Un apax, c'est une occurrence langagière qu'on ne trouve qu'une seule fois dans une langue, pas deux fois. Et je dis, bon, Haïti, on ne peut trouver qu'une seule fois cette occurrence politique dans la vie des sociétés. Donc c'est un apax politique, n'est-ce pas? Je trouve ça colle bien à Haïti de l'appeler un apax. Donc je suis devant un apax, n'est-ce pas? Il me reste comme consolation que la possibilité d'écrire, de continuer à écrire des petits essais, à faire un roman comme celui qui est sorti pour Passe-Saint-Ger et d'autres projets que j'ai dans mes papiers. Voilà, je me considère comme un vaincu total en ce qui concerne Haïti. L'insularité pour moi c'était très important, c'est parce que c'est grâce à des insulaires que j'ai débouché sur le continent, sur l'Europe, sur les États-Unis. Vous voyez, c'est-à-dire Nicolas Guillen, Léo Carpentier, Wilfredo Lam, Aimé Césaire. Donc mes premiers contacts intellectuels ont été avec des gens importants des îles environnantes, la Martinique, et puis quel autre j'ai dit, Cuba, naturellement. C'était très important pour moi. Et nous avons toujours eu le sentiment que nous étions coincés dans l'île d'Haïti, qu'il fallait s'en sortir. Cette insularité nous gênait aux entours. Nous étions, c'était un frein pour nous, mais n'est-ce pas, parce que c'était très difficile pour un pays qui n'avait pas de marine, qui n'avait pas d'ouverture sur le monde. Donc, pour nous, c'était une gêne que j'ai rompu justement en allant faire des études en France. Mais c'est un héritage culturel, évidemment, très important, décisif. Carpentier, Guillen, Césaire. Ça veut dire beaucoup parce que on a le sentiment d'être enfermé et on a une vision plus vaste du reste du monde. Je ne sais pas pourquoi, parce que on est éloigné, donc on rêve beaucoup plus que sur les continents.
Oui, on est plus porté sur les rêves. Parce que quel que soit l'endroit qu'on regarde, on a toujours la mer sous les yeux, n'est-ce pas? Donc le partir... Vous êtes croyant? Non, alors, non. Et la mort alors? Alors, non, j'étais très croyant puisque j'ai failli même me faire prêtre. J'ai même pris des leçons particulières de latin pour entrer au grand séminaire. Et puis, des circonstances ont fait que j'ai renoncé au catholicisme. Ma croyance, ma foi est partie le long d'une rivière où j'ai fait l'amour avec une jeune fille de 18 ans. J'avais le même âge. Et après cela, ma foi est partie dans le cours de la rivière. Je n'ai jamais pu le rattraper. J'ai rompu avec la foi chrétienne. Et du coup, j'ai rompu aussi avec le vaudou comme croyance, comme culte, comme religion. J'ai adhéré par la suite au marxisme, n'est-ce pas? Ce qui fait, je suis même au-delà de l'athéisme. Je ne peux pas dire que je suis athée. Je suis religieux, comment dit-on, privatif, n'est-ce pas? Je suis religieux. J'exclus l'affaire religieuse de ma vie, de ma conscience publique, de ma conscience privée, n'est-ce pas? Je n'ai plus besoin de la foi pour travailler, pour écrire, pour vivre, pour avoir des relations avec les autres. Je pense qu'on peut se passer de ça. Que la religion n'a fait que nous compliquer l'existence. Aucune religion, peu importante qu'elle soit, n'a pu trouver des réponses aux grands problèmes qui depuis tout le temps se posent à la condition humaine. Il faut autre chose que la foi. Dont le problème de la mort, alors. Dont le problème. Bon, j'accepte la mort. Je pense que la crainte de la mort ne doit pas pour autant nous conduire à inventer des choses invraisemblables dans la vie. Parce que c'est pas crainte de la mort, sans doute, que les gens ont inventé le paradis, ont inventé l'enfer, ont inventé des livres comme la Bible ou le Coran, n'est-ce pas? Pensant qu'on peut échapper à la mort. Donc, on a une condition, et comme disait Nietzsche, moi je trouve que c'est valable, cette vie, c'est notre vie éternelle. Cette vie, c'est ta vie éternelle. Et en ce moment, on vit un instant d'éternité dans cette conversation, n'est-ce pas? Et le fait de mourir est aussi vital, si je peux dire, que la vie elle-même, n'est-ce pas? C'est un faux problème, puisqu'on n'a pas de réponse, n'est-ce pas? Et une fois mort, on ne reviendra plus là-dessus. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a vécu, c'est tout ce qu'on a connu, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être un drame. Les gens qui se plaignent de ne pas pouvoir s'endormir, qui ont du mauvais sommeil, qui ont du mal à s'endormir, je leur dis, prenez chaque soir un bain cosmique, c'est à la portée de tout le monde. C'est gratis.